Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres: responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises, président également de l'Observatoire des achats responsables. On va détailler ensemble la charte et le label que de plus en plus d'entreprises utilisent. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur l'inclusion des personnes LGBT+ au travail, avec la publication des résultats du baromètre 2022. On verra quels sont les axes de progrès. Ils sont malheureusement nombreux. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Croque-Fork. Ce sont des couverts comestibles et compostables. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Pierre Pelouzet, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues. Vous êtes donc médiateur des entreprises et président de l'Observatoire des achats responsables. On va voir que les deux sont liés. Mais d'abord, peut-être que de nombreux téléspectateurs ne savent pas forcément qu'il y a un médiateur des entreprises. C'est quoi votre rôle ? Alors, le rôle du médiateur des entreprises, c'est un rôle public d'animateur de confiance entre les acteurs économiques. C'est-à-dire, mon rôle, c'est d'amplifier la confiance entre les acteurs, parce que s'il n'y a pas de confiance, notamment dans les relations clients-fournisseurs ou dans les relations entre les commerçants et les bailleurs, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de progrès. Et c'est pour ça qu'on essaye de multiplier cette confiance par nos outils. Le premier outil étant de la médiation. Nous offrons un service public de médiation, c'est-à-dire toute entreprise qui a une difficulté avec une autre ou avec un acteur public peut saisir le médiateur partout sur le territoire, et on va faire une médiation pour essayer de les amener en toute confidentialité à travailler mieux ensemble, à résoudre leurs problèmes et surtout avoir envie de continuer, de créer ce lien de confiance, avoir envie de continuer à travailler ensemble. Ouais, donc ça, c'est le premier levier. Ça, c'est le premier levier. Deuxième levier, bien évidemment, parce que c'est bien de venir en pompier, c'est encore mieux d'anticiper, ça a été de développer des outils pour transformer les comportements. Et là, bien sûr, on s'est intéressé tout de suite aux achats responsables et nous avons créé la charte relations fournisseurs achats responsables en collaboration avec le Conseil national des achats, c'est-à-dire les professionnels des achats, et puis tout un parcours qui va jusqu'au label relations fournisseurs et achats responsables. Ouais. On va évidemment détailler cet aspect-là. L'Observatoire des achats responsables, c'est lié de votre expérience de médiateur des entreprises, ou alors ça existait déjà pour bien comprendre ça a été créé un petit peu en parallèle. Ouais. Moi, j'étais très longtemps un acheteur, et puis dans ce métier d'acheteur, je me suis rendu compte des difficultés à promouvoir les achats responsables, à promouvoir des relations plus responsables. Ça m'a amené à créer effectivement l'Observatoire des achats responsables que je préside encore aujourd'hui, qui est une association indépendante, bien évidemment, avec plein d'adhérents qui nous aident à pousser ce principe d'achat responsable. Et le fait d'être dans l'Observatoire des achats responsables, d'être aussi un des fondateurs de Pacte PME, une autre association, a amené assez naturellement, j'allais dire, il y a une dizaine d'années, à ce qu'on me demande de prendre ce rôle de médiateur. Donc vous voyez, il y a évidemment un lien entre les deux. Alors, vous avez mis en place ce parcours national des achats responsables. C'est quoi ? En quoi ça consiste ? Alors, on s'est dit, il faut tracer un petit peu la voie, indiquer un petit peu le nord pour ces entreprises qui se disent, bon, les achats responsables, ça a l'air bien, ça m'intéresse, c'est un levier formidable de RSE, parce que quand on achète beaucoup, on peut promouvoir de la RSE sur des dizaines d'entreprises, voire des centaines d'entreprises dans un réseau, mais comment je peux faire ? Le premier outil a été une charte qu'on a bâtie, comme je le disais, avec le Conseil national des achats, une charte donnant les 10 bonnes pratiques à respecter pour avoir une relation client-fournisseur équilibrée et pour avoir les bases de l'achat responsable. Cette charte a connu un succès phénoménal, c'est-à-dire que ça a été lancé il y a 10 ans. On a plus de 2000, voire 2500 entreprises et acteurs publics signataires aujourd'hui. Des grands groupes notamment. Des grands groupes, d'abord, mais ensuite, petit à petit, des ETI, et puis ensuite des PME, des TPE, des entrepreneurs individuels, des acteurs publics, des ministères, des collectivités. Donc tout le monde a petit à petit découvert, encore pas tout le monde, 2500 c'est beaucoup, mais c'est pas tout le monde, d'où l'intérêt d'en parler encore aujourd'hui, mais beaucoup d'acteurs économiques ont découvert l'intérêt de cette charte. Et on s'est dit, la charte c'est bien, mais allons plus loin, parce que s'engager sur une charte c'est pas mal, démontrer qu'on est vraiment responsable c'est encore mieux, et du coup on a créé ce label. Pour créer ce label, on a fait ni plus ni moins que créer une norme mondiale sur les achats responsables. On ne le sait pas, mais la France est à l'initiative de la norme mondiale, une norme ISO sur les achats responsables, qui s'appelle ISO 20400. Donc nous avons porté ces travaux, et donc notre label s'appuie, bien entendu, sur cette norme mondiale. Donc toute entreprise, association, acteur public qui est labellisée
peut dire non seulement je respecte les meilleures pratiques d'achat responsable françaises, mais en plus les meilleures pratiques d'achat responsable mondiales. Mais alors, comment on fait un achat responsable? Ma question, elle est trop simple, mais vous voyez ce que je veux dire? Bien Qu'est-ce qui sûr. différencie un achat responsable d'un achat basique? Alors c'est évidemment tout l'enjeu d'avoir ce parcours qui va de la charte jusqu'au label, c'est de vous amener à vous poser des questions. Ouais. Parce qu'un achat responsable, c'est un achat où on se pose des questions. Avant d'acheter, on se dit, ce que je vais acheter, quel est son impact sur l'environnement? Quel est son impact sur la société? Est-ce que je vais pouvoir employer des travailleurs handicapés, des travailleurs en insertion? Quel est son impact sur l'économie? Est-ce que je vais pouvoir utiliser des PME, les faire vivre, les faire se développer? Quand on se pose déjà ces 3-4 questions, on commence à faire des achats responsables. Et tout ce travail de charte et de label, c'est ça. C'est vous amener à vous poser les questions et puis amener des réponses. Évidemment, on vous aide à trouver des réponses, ce qu'on fait aussi avec l'Observatoire des achats responsables, pour petit à petit que tous ces acteurs, et on en voit de plus en plus, progressent et mettent en place des outils, des processus pour être de plus en plus responsables. Je reviens sur cette charte d'engagement, vous l'avez dit, près de 2500 entreprises aujourd'hui. On dit engagement. Donc, on s'engage à quoi? On s'engage à des choses qui peuvent paraître assez simples, mais qui à la fois, j'allais dire, si tout le monde le faisait, notre monde serait meilleur et notre économie se porterait mieux. Payer en temps et en heure ses fournisseurs. Ça reste aujourd'hui, des années après, c'est un combat que j'ai lancé il y a pas mal d'années, ça reste un enjeu de payer en temps et en heure ses fournisseurs, encore plus aujourd'hui dans la situation de tension que nous connaissons sur les matières premières, l'énergie, etc. S'intéresser à son territoire, s'intéresser à sa filière, donner de la visibilité, travailler en coût complet, c'est-à-dire pas seulement regarder un prix, mais regarder aussi l'impact environnemental, social, sociétal, toutes les composantes du prix. Voilà quelques axes sur lesquels on s'engage et qui poussent, encore une fois, à se poser des questions. On a mis en place d'ailleurs un outil d'autodiagnostic qui fait partie de ce parcours, qui permet d'aider à se poser les questions sur ces 10 axes. Est-ce que acheter responsable, ça coûte forcément plus cher? Ah, ça, c'est un vieux sujet. La réponse est non. Et d'ailleurs, dans l'Observatoire des achats responsables, ça a été un enjeu pendant longtemps. On avait vu cette question, parce qu'on pose la question tous les ans dans l'Observatoire, quels sont les freins? Pendant des années, ça a été, la contradiction entre le budget et acheter responsable. En fait, aujourd'hui, non. On se rend compte qu'il y a... Pourquoi? Parce que l'offre s'est élargie, diversifiée. L'offre s'est élargie. Et puis, quand on travaille en coût complet, quand on se dit, ce que j'achète, c'est pas juste un prix. On réfléchit évidemment aux impacts environnementaux, sociétaux, etc. Mais on réfléchit aussi au prix qu'on va payer. Je vous prends un exemple très bête. Si je prends un photocopieur qui fait juste des photocopies, ça me coûte un prix peut-être pas trop cher. Si j'en prends un qui fait du recto verso, qui emploie du papier recyclé, de l'encre recyclée, etc., je vais faire du bien à l'environnement, je vais économiser moins d'énergie aussi, et je vais aussi gagner en économie parce que j'ai fait ce raisonnement de coût complet. Donc le raisonnement coût complet vous permet de toucher les deux tableaux, l'économique et l'environnemental et le social. Vous l'avez évoqué, ça concerne aussi des organismes publics. Lesquels, si vous avez des exemples à nous donner? Bien sûr, bien sûr. Le public s'est beaucoup embarqué dans la démarche achat responsable. C'est vrai qu'on a un soutien du gouvernement. Olivia Grégoire, à qui j'ai remis un rapport il y a quelques mois, nous a soutenu fortement dans ses précédentes fonctions. Mais le public a beaucoup embarqué parce que ça donnait aussi de la valeur à l'achat public, qui est parfois un peu regardé comme un achat un peu différent. On a commencé par des ministères. Il y a un premier ministère, le ministère des Armées, ministère de l'Éducation nationale, et j'allais dire tous les ministères maintenant sont en ordre de bataille pour être labellisés d'ici la fin de l'année. Et puis ensuite, on a vu arriver des collectivités, on a le département du 92, on a certaines collectivités territoriales, on a des chambres de commerce, on a des grands acheteurs publics, je pense à l'UGAP, vous savez, cette centrale d'achat, ou le RESA, qui est une centrale d'achat pour les hôpitaux. Donc petit à petit, tout le monde public s'embarque. Et ce qui veut dire que derrière, leurs fournisseurs s'embarquent aussi, et il y a des chaînes vertueuses qui se créent. Avec un peu de retard par rapport au privé, ou est-ce que ça a été... C'est presque le contraire. Il d'accord. faut dire que l'achat responsable a presque pris plus rapidement, et on le voit aussi dans nos analyses de l'Observatoire des achats responsables, plus rapidement dans le monde public que dans le monde privé. Alors c'est vrai que le monde public a peut-être moins cette contradiction que vous évoquiez tout à l'heure. Si j'achète plus responsable, ça va coûter plus cher. Parce qu'on est là pour offrir un service public, donc on essaie de s'engager de manière la plus responsable possible. Évidemment, le privé a bien rattrapé depuis, mais voilà, la tendance est plus forte dans le public que dans le privé. Si on doit convaincre un chef d'entreprise qui nous regarde de passer aux achats responsables, c'est quoi? C'est un moyen de se démarquer, tout simplement, de la concurrence, par exemple? Ça fait partie des atouts. La France est leader mondial sur les achats responsables.
On ne le sait pas, je l'affiche, je l'affirme, on est les seuls à avoir porté cette norme, on est les seuls à avoir un observatoire des achats responsables. Dans toutes les enquêtes, on fait des enquêtes avec EcoVadis, on voit que la France est un peu en avance. Donc portons cette différence positive qui peut nous faire gagner des parts de marché, évidemment, si on l'affiche haut et fort, d'où l'intérêt de ce label. Mais il n'y a pas que ça. Les générations d'aujourd'hui ne travaillent plus pour n'importe quelle entreprise. Une entreprise qui ne ferait pas attention à la manière dont elle achète, je peux vous dire qu'en plus, avec les tensions sur les recrutements qu'il y a en ce moment, elle aura de plus en plus de mal à trouver des gens qui veulent travailler chez eux. Les actionnaires regardent ça de plus en plus avec la finance responsable. Les clients, bien entendu, regardent de plus en plus. Les fournisseurs aussi. Donc, il y a vraiment 360 degrés de raison pour acheter plus responsable et rentrer dans ce parcours national des achats responsables. Merci beaucoup Pierre Pelouzet d'être venu nous présenter à la fois votre rôle de médiateur des entreprises et donc cet observatoire des achats responsables et ce label avec le référentiel ISO 20400. Il me manquait une un zéro. Voilà, c'est ça. C'est l'heure de notre débat. On parle de l'inclusion des personnes LGBT+. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités tout de suite. Anna Debois Esperanza, bonjour, bienvenue. Vous êtes déléguée générale de l'Institut Randstad. À vos côtés, Alain Gavant, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur et co-responsable de l'Observatoire de l'autre cercle. Et je commence par définir, on va parler du baromètre 2022 de l'inclusion des personnes LGBT+, dans le monde du travail. C'est pour ça que vous êtes ici. Mais c'est quoi l'autre cercle ? Alors l'autre cercle, c'est une association qui fête bientôt son 25e anniversaire, qui œuvre pour l'inclusion des personnes LGBT+, au travail, c'est-à-dire les personnes lesbiennes, gays, bi et transgenres, dans l'environnement professionnel. Oui, donc c'est vraiment très spécifique dans l'environnement professionnel et donc vous publiez ce baromètre chaque année. Baromètre, ça fait combien de temps d'ailleurs ? Alors nous avons créé ce baromètre en 2017, c'est le 3e, donc il y a bien une dimension barométrique et nous suivons les évolutions de la situation quand même qui concerne 30 millions de personnes, population active, et donc c'est important et 7% des personnes de cette population active sont des LGBT+. Donc c'est quand même loin d'être anecdotique. Évidemment. Je voudrais que vous nous disiez comment l'Institut Randstad a participé à ce baromètre. L'Institut Randstad, d'abord, c'est une structure à but non lucratif adossée au groupe Randstad France. Et nous avons partagé le baromètre, comme nous l'avons déjà fait lors de la première édition, à l'ensemble des collaborateurs du groupe Randstad France. D'accord, donc ça c'est votre participation. Vous avez signé, le Randstad a signé la charte d'engagement LGBT+. Ça consiste en quoi ? La charte consiste en fait elle nous aide, c'est un outil précieux, un levier d'action indispensable pour pouvoir observer nos pratiques et repérer, identifier les points d'amélioration et pouvoir mettre en place des actions adaptées avec le soutien de l'autre cercle et de toutes les organisations qui ont une expertise pour pouvoir nous accompagner sur ces sujets-là. Ouais. Alors on va, Alain Gavant, rentrer un peu dans le détail de ce baromètre. Déjà sur la situation générale. L'inclusion des personnes LGBT+ dans le monde du travail. Est-ce qu'elle s'améliore, est-ce qu'elle se dégrade ? C'est quoi le constat ? Alors déjà, pour répondre à cette question, nous avons un échantillon extrêmement robuste, un échantillon, un panel de 1000 personnes représentatives de la population LGBT+, et 30 000 répondants de chez nos signataires. Donc là, les chiffres sont peu discutables. Alors la situation se dégrade, malheureusement. Elle se dégrade. Par rapport à il y a 2 ans, c'est-à-dire soit elle stagne, la visibilité des personnes LGBT+ au travail ne progresse pas, soit les LGBT-phobies augmentent. Et là, nous pourrons rentrer dans le détail, mais malheureusement, la situation ne s'ameillore pas. Ça veut dire, par exemple, mais ça peut aller jusqu'aux agressions elles ont été évaluées, détaillées ? Effectivement, donc 30% des personnes LGBT+, disent être victimes de LGBT-phobie. Alors ça va d'insultes, de colibets, de remarques désobligeantes, jusqu'à des agressions physiques ou des agressions sur les biens. Donc c'est quand même un chiffre qui est qui est quand même très fort, 30%. Des personnes LGBT+, qui se disent victimes de ces LGBT-phobies. Et alors, il y a un autre élément qui est important, c'est ce que vous appelez l'invisibilité au travail. De quoi on parle ? Alors, c'est 1 personne sur 2, et ce chiffre ne progresse pas par rapport à 2017 et 2019. Donc ça veut dire que 1 personne sur 2 a peur
de dire qu'elle est homosexuelle, transgenre, bisexuelle, par crainte justement des agressions, des blagues, des mauvaises blagues, ou tout simplement de stéréotypes dont elle pourrait être victime. Donc ça, c'est quand même un bon indicateur. Le fait qu'une personne sur deux n'ose pas parler autour de la machine à café du conjoint, de son conjoint de même sexe, de parler de sa situation personnelle, c'est quand même un indicateur qui est quand même assez effrayant, puisque ces personnes n'osent pas être elles-mêmes, elles n'osent pas effectivement affirmer leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Anna de Boa Esperança, donc vous avez, l'Institut Ranchat a participé, je le rappelle, à ce baromètre. Je crois que vous avez eu 900 personnes qui ont répondu. Parfaitement. 63 personnes qui se déclaraient LGBT+. Est-ce que vous faites un peu les mêmes constats ou est-ce qu'il y a une visibilité quand même plus importante parce que finalement l'entreprise a signé cette charte d'engagement? Comment vous l'évaluez ça? S'agissant du groupe Randstad France, les résultats sont plutôt positifs, puisque nous avons 98 personnes des répondants qui considèrent l'entreprise comme une entreprise LGBT+ friendly et qui sont prêtes à la recommander. En revanche, c'est vrai que sur la question de la visibilité, nous avons 90 personnes de ces personnes, des répondants, qui estiment que le fait d'être non visible est un point positif pour leur parcours professionnel et pour leur équilibre, enfin comment dire. Je veux juste être bien sûr, vous avez dit que c'est 90% des répondants qui disent je préfère ne pas dire que je suis LGBT+, c'est ça? Tout à fait. 90% des personnes se déclarant LGBT+, disent que le fait d'être non visible est un point positif pour leur parcours professionnel. Ouais. Ça, c'est quand même intéressant. Donc ça veut dire, oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forme d'autocensure aussi. Alors c'est lié à ce que vous décriviez en amorce, c'est-à-dire les colibets, parfois les agressions. Mais il y a aussi une forme d'autocensure. Est-ce que vous diriez ça? Oui, il y a une autocensure et la thématique de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre est encore trop considérée du registre de la vie privée. C'est-à-dire que être hétérosexuel, c'est pas privé, mais être homosexuel, c'est privé. Donc il y a un vrai paradoxe aujourd'hui, et donc il faut effectivement travailler sur cette visibilité, faire émerger des rôles modèles, faire en sorte que les entreprises s'engagent pour mettre le sujet sur la table. Et pourtant, Anna de Boa Esperança, je regarde dans les résultats de l'étude, en fait, ils ne se sentent pas discriminés au sein de l'entreprise. Donc, il y a un paradoxe. C'est exactement, c'est là où il y a un paradoxe, parce qu'au sein de notre organisation, 100% des personnes se sentent complètement incluses et la parole est libre. Et par ailleurs, nous avons mis en place énormément d'actions, de formation, de sensibilisation. Nous avons été signataires de la charte dès la première édition. Le baromètre, nous le partageons aussi. Nous avons des formations en e-learning, des formations spécifiques, même dans nos accords d'entreprise. Dans l'accord égalité femmes-hommes, par exemple, il y a des actions spécifiques dédiées aux personnes LGBT+, notamment des mesures pour les personnes qui s'engagent dans un parcours de procréation médicalement assistée, qu'il s'agisse de couple de même sexe ou non. Donc, cela nous oblige, en fait, parce qu'effectivement, il y a une forme d'autocensure, mais c'est à nous, l'entreprise, nous ne pouvons pas laisser porter cette responsabilité uniquement aux personnes LGBT+. C'est à nous, ensemble, entreprise, avec l'ensemble de nos parties prenantes, de faire en sorte que les personnes se sentent davantage rassurées, de créer des conditions d'une véritable inclusion pour toutes et tous. Alors là, c'est intéressant parce qu'on rentre dans la partie solution, et moi j'aime bien dans cette émission être positif et proposer des solutions. Alors la charte d'engagement, ça fait partie des solutions? Ça fait partie des solutions puisque déjà les résultats sont meilleurs dans les entreprises engagées. C'est-à-dire là où on signe une charte, là où on s'engage sur la thématique LGBT+, il y a plus de visibilité, 60% versus 50%, il y a moins de LGBT-phobie. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a un effet. 180 entreprises, organisations ont signé cette charte et les résultats sont meilleurs que dans le panel représentatif population française. Donc effectivement, comme le disait Anna, ce qui est important, c'est de créer un environnement inclusif pour que chacun puisse se sentir bien et puisse donner le meilleur de soi-même. Et ça, c'est la responsabilité de l'entreprise. Donc c'est aussi le rôle du management de recadrer, notamment lorsqu'il y a des dérives LGBT-phobes, et puis aussi de favoriser le respect, quelle que soit la différence de chacun.
Ouais. Le management de proximité, vous insistez là-dessus, pourquoi? Parce que c'est lui qui est aux premières loges, c'est lui qui va recadrer, qui va effectivement rappeler à l'ordre un collaborateur qui va franchir la ligne rouge, qui va par exemple donner une blague, faire une blague du genre c'est pas un boulot de PD. Cette réflexion qui peut être anodine, eh bien elle peut être violente pour une personne qui se sent concernée. Donc c'est vraiment à l'encadrement de proximité d'agir au quotidien, mais c'est aussi à la direction au plus haut niveau de donner les lignes directrices. Comment ça se passe chez Randstad là-dessus, justement, pour faire finalement ce que j'entends, c'est faire un peu diffuser ou infuser ces bonnes pratiques à tous les leviers, à tous les niveaux de l'entreprise, quoi. La formation. La formation. De Vous avez fait de la l'ensemble des formation. managers, les managers de proximité notamment, et de tout nouvel entrant également, et surtout des piqûres de rappel régulières à travers des modules de e-learning qui sont avec des mises en situation sur les discriminations. Et c'est aussi tous les autres outils qu'on va mettre en place dans le cadre encore des accords d'entreprise pour appuyer tout ce qui est déjà proposé par le baromètre, l'autre cercle, etc. C'est un comité éthique qui va statuer sur toute discrimination, tout propos homophobe qui est sanctionné et qui ne doit pas exister en entreprise. Ouais. Vous voulez faire ressortir ce que vous appelez des rôles modèles. Alors on peut peut-être expliquer ce qu'est je comprends, mais ce qu'est un rôle modèle dans le détail. Alors le rôle modèle LGBT+, c'est une personne qui réussit et qui explique qu'elle peut être homosexuelle, bisexuelle, transgenre et que ça ne lui cause pas un préjudice dans sa réussite professionnelle. C'est une figure d'identification. Et quand nous avons des dirigeants qui disent « voilà, je suis gay, circuler, il n'y a rien à voir », c'est inspirant pour l'ensemble de l'entreprise. C'est très important. Donc en 2019, nous avons lancé une édition rôle modèle et tous les ans, nous sélectionnons 100 rôles modèles dont nous publions la liste. Et ça contribue à faire bouger les lignes, à faire évoluer les mentalités. Ouais. Vous le voyez concrètement, ça? C'est-à-dire que... Ah oui, tout à fait. Dans une entreprise, il y a des gens qui vont d'un seul coup oser assumer leur sexualité comme un hétérosexuel l'assume. Exactement. Donc c'est vraiment extrêmement inspirant. Et toutes les entreprises où effectivement nous avons fait émerger des rôles modèles, on nous disait que c'était impossible en 2019. On nous disait vous ne trouverez jamais de dirigeants LGBT. Et dans ces entreprises, il y a eu un vrai impact. Mais c'est souvent aussi parce qu'il y a d'autres actions qui sont menées, comme le disait Anna, des formations. Et puis aussi, il y a un autre point important, former, sensibiliser, faire évoluer les mentalités au travers de ces rôles modèles, mais c'est aussi sanctionner les comportements LGBT-phobes, comme toute forme de racisme, de sexisme, etc. Donc il y a à la fois la dimension positive, mais aussi la sanction qui est également très importante sur ce type de sujet. Ouais, il y a certains des salariés dans le chat qui jouent ce rôle qui sont rôle modèle d'une certaine façon, parce que moi je me dis, c'est quand même se mettre aussi un poids supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un engagement. C'est un engagement et c'est surtout de l'action, puisque l'idée c'est aussi d'être les porte-parole, d'être une oreille attentive aussi pour justement casser les stéréotypes, pour amener les collaborateurs à se sentir libres. Et dans les rôles modèles, il y a plusieurs catégories. Moi-même, j'ai eu la chance d'être élu le rôle modèle allié en 2020. Et grâce à cela, j'ai des personnes au sein de l'entreprise qui m'ont contacté pour faire part de leur situation. Et là, suite au baromètre, nous avons plus de 52% des collaborateurs qui estiment que le fait d'adhérer à la charte et aussi d'avoir des rôles modèles en entreprise, il y en a d'autres, il y a Aline Crépin qui est au comité exécutif, et nous continuons à faire la promotion pour que d'autres puissent se candidater. C'est un outil important puisque les collaborateurs ayant répondu à l'enquête estiment que c'est un outil et c'est un levier qui peut les inciter à se déclarer. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter ce baromètre 2022 de l'inclusion des personnes LGBT+ en entreprise dans le monde du travail. C'est l'heure de Smart Ideas. La bonne idée du jour, c'est Croque-Fork. Bonjour Victoria Pagès, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Croque-Fork, créée avec Léa Maravel et Marie Varin-Dinvel. C'est à l'école Purpan de Toulouse, c'est ça que vous êtes rencontrés? C'est quoi le point de départ de l'histoire? Alors, on a eu la chance de réaliser un domaine d'approfondissement en fait en dernière année d'école d'ingénieur, qui était création et gestion d'entreprise. Donc, avec notre professeur Madame Bonnefou, qui nous a poussé tout au long de la création de cette entreprise. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a décidé, par
par plusieurs constats, de créer Croque-Fork, qui en fait a perduré dans le temps grâce aussi au concours CRES qu'on a pu réaliser et qui nous a fait... On va raconter un peu ce qu'est ce concours. Mais d'abord, il faut présenter le principe. C'est quoi Croque-Fork? Alors Croque-Fork, ce sont des couverts comestibles, compostables et éco-responsables. Ouais. Donc c'est des couverts qui sont faits à base de fruits et légumes déclassés. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les fruits et légumes déclassés, c'est des fruits et légumes qui sont à un moment donné dans la production mis hors calibre, donc trop petits, trop gros, trop moches. Et nous, on réutilise ces produits pour les transformer en couverts. D'accord. C'est simple. Parce que quand on a l'idée, ok, très bien, mais ça. après, il faut trouver la filière, il faut trouver les partenaires. Exactement. Alors, il y a énormément de producteurs, donc d'agriculteurs, et aussi de production en agroalimentaire, donc que ce soit du conditionnement ou même de la transformation, qui produisent ces fruits et légumes à un moment donné. Et à toute étape de la chaîne, finalement, il y a toujours des fruits et légumes qui sont mis de côté. Donc la matière première, elle existe, elle est relativement facile à trouver. ça. Après, il faut trouver la bonne formule pour que ces couverts, je sais pas, moi je vais te poser des questions de Béotia, mais ça doit être tout, enfin ça peut être mou, ça peut être, enfin vous voyez ce que je veux dire? Alors nous, c'est vrai qu'on a certaines exigences sur le produit parce qu'aujourd'hui, il faut que ça convienne à tout le monde, surtout dans la restauration qui est un milieu où c'est quand même assez exigeant. Bien sûr. Donc on veut que ce soit solide, on veut que ça tienne à la chaleur, on veut que ça se dissolve pas quand on le met dans l'eau. Donc il y a toutes ces étapes-là à prendre en compte. Et nous, vraiment, le but, c'est de créer ce produit qui nous permettra d'être vraiment rigide, mais de pouvoir aussi le manger, donc que ce soit pas trop rigide. Oui, donc là, vous en êtes au stade du prototype encore, vous en êtes où? C'est ça. Alors en fait, on est actuellement en prototypage. Donc pour l'instant, avec le Covid, on devait avoir accès à la halle de notre école. On n'a pas pu y avoir accès. Et après, on a contacté plein d'entreprises pour nous aider parce qu'on a fait plein d'essais dans nos cuisines. Sauf que on n'a pas forcément le matériel adapté. Donc on s'est retrouvés à appeler et à prospecter énormément d'entreprises pour nous aider dans la formulation et la production de ce produit. Donc là, actuellement, on va travailler avec une entreprise qui va nous aider à faire ça. Et du coup, on est en pleine phase de prototypage et on espère que d'ici septembre, normalement, un prototype devrait sortir. Très bien. Donc, vous l'avez dit, vous avez remporté ce concours, ce CRES, concours régional des étudiants créateurs d'entreprises. C'est aussi pour ça qu'on vous a invité sur ce plateau. Ça a été quoi, un déclic? Ça vous a rassuré? Qu'est-ce que ça représente de remporter un concours comme ça? Ça nous a en fait, on était 6 de base dans cette création d'entreprise. On n'était plus que 5 au concours CRES. Et on était 3 à pas trop savoir si on avait envie de continuer ou pas. 2, c'était sûr, elle voulait pas. Et en fait, nous 3, on s'est dit, on va au concours, on n'a rien à perdre. Et en fait, en allant au concours, on s'attendait pas du tout à gagner. Donc quand on a gagné, on était super contents. On s'est dit, mais en fait, c'est quelque chose qui plaît, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Et c'est de là où, en fait, ça nous a convaincus de continuer et de faire perdurer le projet. Avec une logique de financement participatif, c'est ça? Vous en êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, justement, pour cette R&D et pour obtenir ces prototypages, on doit faire appel aux dons. Donc actuellement, on est en train de lancer une campagne de crowdfunding sur Bluebees, qui est une campagne pour justement récolter de l'argent pour nous aider à financer cette R&D. Donc là, actuellement, on est à peu près à plus de 9 000 € et il reste encore 5 jours pour y participer. Donc on espère pouvoir la prolonger. On a demandé, normalement, ça doit être possible. Et on espère récolter encore plus de fonds puisqu'il nous faut entre 15 à 25 000 €. Pour pouvoir développer ces couverts qui sont donc mangeables, biodégradables, enfin bref, ça s'appelle Croque-Fork. Merci Victoria Palès, bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production, à la programmation, qui va en plus prendre du galon ici à Bismart. Donc félicitations Joséphine, c'est amplement mérité. Assisté d'Hugues Sabatier aujourd'hui. À la réalisation, c'est Ulysse Touré et au son, Thibaut Goury-Lafont. Merci à tous. Salut.